Bienvenue, deuxième épisode de All the Talk avec votre animateur Greg. Je suis Greg Arkhurst, ancien nageur, coach aujourd'hui, je vis au Canada et c'est mon premier épisode en français et l'invité aujourd'hui, Grégory Mallet, Greg Mallet pour ceux qui connaissent un petit peu mieux. Greg, bienvenue. Je vais te laisser un petit peu Salut. rapidement pour te présenter en quelques temps, parce que c'est pas tout le monde dans la communauté de natation qui va nous écouter qui connaît un peu le nageur que tu es, parce que j'allais dire que tu as été, mais que tu es encore. Donc on va parler un petit peu de ça. Donc je vais te laisser aller. Eh bien, écoute, déjà super content d'être avec toi aujourd'hui. Et puis ben, pour me présenter en quelques mots, ben, j'ai été nageur en équipe de France pendant presque 20 ans, en comptant aussi les petites catégories de jeunes. Et, euh, et j'ai participé donc à 3 Jeux olympiques, Pékin, Londres et Rio. Et j'ai obtenu des médailles d'argent avec les relais français sur 4x100 et 4x200. De nombreuses médailles aussi avec les relais français sur les championnats du monde et championnats d'Europe. Donc, j'allais dire, le gros de ma carrière a été fait dans un sport individuel mais par équipe, puisque finalement, j'ai brillé avec l'équipe de France sur les relais. J'ai eu des bonnes performances en individuel, mais c'est vrai que mon palmarès s'est construit autour de cette équipe de France. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ma plus grosse fierté, c'est d'avoir contribué à la réussite de cette équipe. Voilà. Est-ce que tu te considères un petit peu aujourd'hui, est-ce qu'on peut te considérer comme un nageur de relais à part entière, plus que ta carrière en individuel? Bah, forcément que je suis un nageur de relais, puisque si on doit m'identifier, c'est à travers les relais français. Après, on sait très bien qu'un relais en natation, c'est une individualité cumulée à d'autres individualités. Donc, euh, donc clairement, je suis un nageur individuel avec des performances individuelles qui m'ont permis d'accéder à des relais de très haut niveau. Et aujourd'hui, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très fier d'avoir fait partie de cette vague performante des relais français. Tu as quel âge aujourd'hui, Greg? Eh bien, écoute, je viens de fêter mes 36 ans le 21 mars en confinement, c'était génial. Ok, donc 36 ans. Tu t'es remis dans l'eau depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu as décidé de te remettre dans l'eau, de te replonger, puis de tenter un pari? Alors, pour la petite histoire, donc après les Jeux de Rio, donc j'avais 32 ans, c'était déjà un âge bien avancé dans la natation, hein, en tout cas ce qu'on me faisait croire ou ce que j'ai cru, moi, que voilà, passé 30 ans, un nageur était déjà obsolète. Et puis finalement, c'était plus une lassitude de mon sport et de vouloir expérimenter d'autres choses en dehors de la natation qui m'a attiré. Donc j'ai mis un terme à ma carrière. Et au bout de 3 ans où j'ai expérimenté donc le statut d'entraîneur, différents consultings à droite à gauche, toujours dans le domaine sportif, hein, j'ai souhaité, de par le challenge, mais aussi parce que ça me manquait un petit peu, retourner dans les bassins à partir de septembre 2019. Donc ça fait 8 mois à peu près. Euh, voilà, pour revivre de la compétition de haut niveau, pour me rechallenger sur différentes choses et surtout d'une différente manière de ce que j'ai pu moi faire en tant qu'athlète de haut niveau pendant les années précédentes. Voilà. Ok. Je voulais parler un petit peu. Bon, toi, tu as 36 ans, moi j'en ai 44, donc on est un petit peu deux générations On différentes. s'est, on s'est, on s'est chevauché quand même, hein. On s'est chevauché, on s'est chevauché. Je voulais parler un petit peu de ça, les années 70, les années 80. Je voulais parler un petit peu en fait de notre rencontre, comment on se retrouve, parce que dans un des podcasts d'Éric Rebourg, un entraîneur qui roule un podcast en France en ce moment qui marche bien, je parlais un petit peu de mes modèles et puis des coachs moi, qui m'ont beaucoup influencé. Et puis un des coachs qui me suit encore et puis avec qui le terme MMP est rendu au Québec. Bon, là, c'est là, c'est présent. Hein. Tout le monde travaille avec, en tout cas dans toutes les structures où je suis passé, tous les coachs les plus côtoyés, beaucoup d'entre eux utilisent encore le langage que moi j'ai appris de Guy. Mais c'est pas que ça, là, c'est vraiment toute une philosophie d'entraînement basée plus sur l'efficacité, plus sur la qualité d'entraînement que sur le volume à une époque où c'était juste du volume, du volume. Mais parlons un petit peu de comment ça s'est passé, notre rencontre, tout ça, là, ce contexte. Moi, je me souviens du Mare Nostrum, Barcelone. Euh, Vas-y, je te laisse un petit peu balancer tout ça là. Alors avant de parler de ça, tu parlais de méthode d'entraînement à terme de quantité d'entraînement. Mhm. Je fais juste une petite aparté. Je pense qu'aujourd'hui, on parlerait plus de quantité de qualité, Oui, tu vois. ouais, ouais. Et c'est vrai que là-dessus,
on est sur une autre dynamique de ce qu'on a pu connaître. Je dis on parce que voilà, je vais arriver à parler de notre rencontre, mais on est sur un état d'esprit différent de ce qu'on faisait il y a une quinzaine d'années. Mhm. Alors nous, bah, comment on s'est rencontrés? Alors pour la petite histoire, donc toi tu faisais partie du club de Clichy, dans la région parisienne. Ouais. Moi j'étais à Rouen à l'époque avec Fabien Gillot. J'avais 18 ans, voilà, on avait 17-18 ans, on était des juniors, on commençait à perfer un petit peu et à pouvoir côtoyer des compétitions internationales type Mare Nostrum. Mhm. Mais c'est vrai que toi, faisant partie de cette équipe de Clichy qui était pour nous une équipe un peu la Dream Team quoi, française, quoi, tu vois, Il y avait des bons nageurs. Il y avait des bons nageurs. ah bah, il y avait des très bons, très gros nageurs, très costauds au niveau de la performance. Et puis, je trouve qu'il y avait un certain charisme aussi dans cette équipe qui nous attirait. En fait, Clichy, pour moi, avait un côté un peu bad boy de la natation. C'est vrai, c'est vrai. Et moi j'ai toujours aimé ça, si tu veux. Et c'est pas pour rien qu'après, peut-être qu'on y viendra, mais j'ai terminé ma carrière à Marseille, qui a eu un peu cette image-là. Ouais. Mais finalement, Clichy, voilà, c'était un club avec à l'époque Alain Michalit qui était entraîneur, qui côtoyait beaucoup Éric Boissière, qui était mon entraîneur à Rouen, et Guy Boissière d'ailleurs, qui était là aussi à l'époque. On avait voilà, ces compétitions en commun, et puis on se côtoyait, et puis on mangeait ensemble le midi, puis on se voyait aux interclubs, puis au championnat de France. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a sympathisé. Et puis Greg s'est mis Greg, toi, hein, s'est mis à chambrer un peu les plus jeunes et à titiller un peu les plus jeunes. Et puis est né de là cette amicalité, tu vois. Donc du coup, je pense que notre rencontre, elle peut se résumer aussi euh, sous un format un peu tutelle des plus grands vers les plus jeunes, tu vois, une transmission. Ah, vous arriviez vite, hein, vous étiez bien. Moi, quand je vous vois arriver, ça commençait déjà à envoyer. On avait faim. Je me suis fait petit très vite, hein. En tout cas, non, c'était sympa. Et puis, le link dans tout ça, c'était Guy Boissière qui, en fait, revenait pour, à l'époque, coacher Julien Sicot, qui était un petit peu perdu, qui était un petit peu dans sa carrière, un petit trou, et il le ramenait un petit peu vers Ouais. du vrai sprint, on va dire. On va bifurquer un petit peu vers un autre sujet. Donc toi tu as repris, ton parcours est super intéressant. Moi, je le connais. Donc là, tu nages à Rouen. Quand on se rencontre, tu nages avec Éric Boissière. Aujourd'hui, bon, paix à leur âme. Guy est décédé en 2002. Éric, c'était il y a pas très longtemps. 2017, je crois. 2017, je pensais que c'était. Ouais, bon, en tout cas, Non, c'était. non, ouais, 2017, ouais. Il n'y a pas longtemps. Pour moi, deux grosses pertes pour la natation. Eric, c'était un produit énormément de nageurs. Ce qui est marrant, c'est qu'il a plus fini sur l'eau libre à la fin que sur le sport. Alors qu'il nous formait en tant que sprinter. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu de ton évolution, tes débuts à Rouen. Moi, je me souviens qu'à Rouen, toi, tu étais annoncé, tu étais un junior très prometteur. Et puis, je pense que tout de suite, moi, personnellement, bon, j'ai regardé ça de l'extérieur. Et puis, j'entendais les commentaires qu'il y avait. Et un des commentaires qu'il y avait, c'était Greg Mallet, le prochain Stéphane Caron. Parce que tu arrivais du même club, tu arrivais quasiment de la même famille d'entraîneurs, cette philosophie en arrière. Et je me suis dit, pauvre garçon, si c'est pas Stéphane Il Caron, a la pression. un sprinter, ça va être chaud pour sa peau, quoi. Et personnellement, bon, on arrivera après, mais je suis pas sûr moi, je pense que tu aurais pu être un nageur vraiment, vraiment différent dans un autre contexte. Ça a été quand même tout un challenge. On va parler de tout ça. Mais comment ça s'est passé pour toi ce début-là, la transition après vers Marseille? Donc, je disais que bon, bah, tu as une carrière qui est quand même t'es parti de Rouen, bon, qui a commencé à Rouen. Tu as grandi, tu étais attendu jeune, beaucoup de pression. Et puis, je te disais que je pense que ça n'a pas été évident et que finalement, au bout, bon, tu as quand même une carrière qui est super riche en résultats. Mais moi, je t'ai vu arriver, j'ai vu le potentiel que tu avais jeune, la technique que tu avais, le physique que tu avais. Je suis persuadé que, c'est le cas de beaucoup d'athlètes dénoués, mais je suis persuadé que toi, je pense que tu en es persuadé aussi, que tu aurais pu faire
beaucoup mieux que ce que tu as fait, notamment parce que tu as fait des gros progrès dans la tête aussi. Mais ça, on va aborder ça, Surtout. cette partie-là, cette partie-là un petit peu plus tard. Donc, parle-moi un petit peu de tes différentes parties, tes différentes séquences, dans plus côté coaching, quand tu démarres à Rouen avec Eric, Guy en grand sorcier, mon sorcier blanc, comme je l'appelais au-dessus, là, qui regardait ça. Puis après, la transition vers, je pense, tu as fait le Racing, puis Et Marseille. et Marseille. Enfin, j'ai été à Bordeaux un peu pendant un an et demi, à un Ok, moment donné, au Crêpes, mais j'ai vite, après Rouen, après je suis monté à Paris, j'ai fait pareil 1 an et demi et je suis descendu à Marseille pour les 10 dernières années. ok. Alors, ces premières années-là, point de vue de l'entraînement, point de vue de tout ça, comment ça se passait? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as un petit peu moins aimé? Écoute, tu sais, quand je suis arrivé à Rouen, parce qu'en fait, moi, je suis arrivé à Rouen, j'avais 14 ans et j'étais un bon nageur. Je venais de Martinique. Moi, j'étais, euh, j'ai appris à nager dans les dom-toms. Et donc, quand on est rentré en métropole avec mes parents, on est arrivé à Rouen. Et puis, l'école rouennaise était une très bonne école de formation. Mhm. Et puis, la renommée Boissière n'était pas à faire. Je te parle de ça, c'était en 98, tu vois. Mhm. Et donc, je suis arrivé, je nageais de tout. J'étais principalement un nageur de 1500, 400, tu vois, à l'époque, quand j'étais minot. Et puis vite, je pense que Eric a vu que j'avais un potentiel qui pouvait permettre de nager vite plus tard, quoi, et avoir des performances intéressantes. Et eux sortaient de cette époque. euh, alors, je ne vais pas forcément avoir de langue de bois, tu vois, je vais dire vraiment ce que je ressens moi, hein, parce Ouais, que vas-y, hein. On est là pour ça. et moi, je pense que, tu sais, Eric, c'est quelqu'un, ça a été un super entraîneur, mais il a aussi souffert du charisme de son père, tu vois. Et le charisme de son père qui a sorti Stéphane Caron. Et Stéphane Caron, qu'on n'a pas à présenter, mais qui a été quand même double médaille olympique, recordman d'Europe, tu vois, du 100 mètres, une figure dans la natation française. Et je pense que le jour où Eric a commencé à avoir des nageurs, dont moi, qui pouvaient prétendre prendre ce statut-là ou avoir aussi un statut similaire, je pense que voilà, il a cherché à développer ça chez moi, qui était le futur sprinter, le futur Stéphane Caron, et les médias, la presse papier locale, qui s'empressaient de gonfler un peu le truc et vite me nommer le futur Stéphane Caron, parce qu'en plus je battais tous ces records avec 1 an d'avance, quoi, tu vois. Donc c'était une aubaine pour, je pense, pour le club de Rouen et puis pour Eric aussi, en qui j'avais une totale confiance et avec qui je m'entendais super bien, quoi. Et d'ailleurs, il m'a amené à des performances élevées, puisque à l'époque, il y avait la Coupe de la Comène et je gagne la Comène en slip de bain, tu vois, il n'y a pas de combi. Je gagne la Comène en 52-2, tu vois, j'avais 16 ans. Cool, Et cool. à l'époque, c'était la meilleure performance française, tu vois. Mhm. Et c'était fou. Et, euh, et donc, je me dis, mais voilà, enfin, on se dit forcément, il y a du potentiel. Et après, le problème, c'est que, où là, moi, j'ai pas géré la suite, c'est que vers l'âge de 17 ans, où je reste quand même champion de France du 100 mètres avec un 51 et des broutilles, je sais plus combien, il y a Fabien qui arrive à ce moment-là, tu vois, Fabien Gillot. Avec qui tu Et, t'entraînes, avec qui t'entraînes, avec qui je m'entraîne. Et Fabien commence à vraiment être très fort, à vraiment parfait. Et on n'a pas du tout le même état d'esprit, Fabien et moi. Fabien est quelqu'un de plus compétiteur, tu vois, un peu plus guerrier que moi, j'aurais pu l'être, tu vois. Moi, je suis un peu plus tête cérébrale, tu vois. C'est pas, moi, je sais pas marche ou crève ma façon de faire. C'est marche en te régalant, tu vois. Si tu te régales pas, le fais pas, tu vois. Et ça a toujours été plus ou moins ça. Et donc, du coup, quand Fab est arrivé, on a été amis, mais concurrents directs, puisqu'on avait le même âge et on faisait les mêmes courses. Ouais. Et pour Eric, le jour où Fab est passé devant, moi, je l'ai mal vécu, tu vois. Et donc, ça a été pas une concurrence malsaine, puisqu'avec Fab, on s'est toujours super bien entendu. Par contre, je me suis plus senti du tout à ma place dans ce club, en fait, tu vois. Et c'est de là que je suis parti finalement dans la région bordelaise, où j'ai voulu aussi changer un petit peu d'endroit. Et mes parents déménageaient aussi sur Bordeaux. J'étais encore, tu vois, j'avais 18 ans. Je voulais faire mes études à Bordeaux. Je suis rentré au Crêpes.
Voilà, je suis allé au Pôle Espoir. Quand tu sors de Rouen, ton meilleur temps en 100 litres, tu as 18 ans, c'est quoi? On est où là? 18 ans, à ce moment-là, je fais 51,5. Et très tôt, on t'oriente sur 100 mètres, alors que peut-être que le 200 et d'autres courses auraient pu être une option. Ouais, on a 1200, on a 1200 en deuxième plan, Ouais. si tu veux. Mais moi, ça m'arrangeait parce que c'est une course, c'est curieux, parce que c'est une course que j'ai toujours eu peur, le 200. Pour moi, c'est la plus belle course, le 200 libre, enfin les 200, et le 200 libre en particulier. Mais par contre, c'est la course qui m'a toujours fait le plus flipper, où j'ai toujours baissé les bras, tu vois. Je te parle de ça, c'était il y a 20 ans, mais j'ai toujours baissé les bras passer un 200 parce que j'avais pas, tu vois, j'avais peur de me mettre à nu sur cette course-là, quoi. Alors que le 100 mètres, j'en avais confiance, finalement. Et, euh, et donc, je suis parti à Bordeaux. Et puis là, j'ai commencé à renager du 200. Enfin, tu vois, j'ai renagé un petit peu plus différemment, plus pour du 200 d'ailleurs. Et, euh, mais bon, ça me plaisait pas trop le Krebs. J'étais pas dans mon élément. Et je suis parti au Racing Club de France m'entraîner avec un nouveau groupe. À l'époque, il y avait un jeune qui s'appelait Antoine Galaftine, que tu connais, Ouais, qui était vraiment très fort aussi sur 100 mètres. arrivé là. Il y avait des bons nageurs. Il y avait Salim aussi qui s'entraînait encore à ce moment-là, tu vois, avec qui je m'entraînais. Il y avait Avec Stéphane Sébastien Bardot, Lyon. là? Avec Stéphane, là? Non, Stéphane venait de partir et c'était deux jeunes entraîneurs à l'époque qui étaient Damien Chambon et Yacha Asson. Ok. Et, euh, et du coup, ils ont monté une sorte de team là, avec les meilleurs nageurs euh, sprint et on était devenu le meilleur club français en sprint, tu vois, avant Marseille à cette époque-là. Et, euh, Et là, j'ai vraiment commencé à exploser, si tu veux, où j'ai commencé à faire du 200, à monter sur 200, à rentrer en équipe de France A. Donc, j'avais fait mes championnats d'Europe, mes premiers championnats d'Europe seniors. On fait médaille de bronze au 4x100. Tu vois, j'ai 21 ans là, à l'époque. Et Et là, tu nages? ouais, Ouais. hein, Là, ta performance, c'est quoi? T'en es où? là, tu vois, là, je passe de 51, peut-être 2 à 49,7 au 100 mètres, tu vois. Ok. Donc, en plus, je monte sur 200 où je commence à nager une 50, une 49, tu vois. Donc du coup, des perfs qui à l'époque étaient dans les 3 meilleures françaises, Ouais. voilà, qui me permettaient de faire aussi des bons relais et d'avoir des médailles avec les relais français. Mhm. Donc, et c'est là que la locomotive s'est lancée. Et, euh, et après les championnats du monde de 2007 à Melbourne, donc un an et demi après être arrivé au Racing, on va pour Melbourne qui était en mars et on fait la compète, on fait le 4x100, on fait médaille de bronze. Et donc dans l'équipe, Fred Bousquet, Alain Bernard, Fabien Gillot, tu vois. Il y avait encore Julien Sico aussi. Mhm. Mais de là, en fait, je vois que le club du Racing commence à bifurquer en devenant progressivement Lagardère. Et moi, je commence à me rapprocher d'une envie de m'entraîner aussi avec Fred et avec Fab. Donc revenir m'entraîner avec Fab, Ok. avec une mentalité différente de ce que je pouvais avoir quand j'étais ado, tu vois. Et Fred, que j'ai appris à connaître, et surtout Romain, qui était un nageur que j'ai côtoyé jeune au bord des bassins, mais, euh, mais finalement qui avait aucune expérience d'entraîneur, mais en qui j'ai eu confiance et avec qui j'avais envie d'évoluer. Et donc, je suis arrivé en 2006 à Marseille. Voilà. Ok. Et à Marseille, tout de suite, gros choc culturel, la différence. Bon, nous, on en a parlé un petit peu là, mais ça a été comment pour toi? Comment tu l'as reçu tout de suite, les premières semaines, tes premiers souvenirs là? Ça te dit quoi là quand je te demande ça? Alors, quand je suis arrivé à Marseille, c'était un peu plus. C'était la méditerranéenne, tu vois, c'est détente, c'est quand même plus famille. Le cercle des nageurs, c'est quand même un endroit idyllique, tu vois. Mhm. C'est sur un rocher, au bord de la mer, face à l'île du Frioul, euh, bassin 50, bassin de 25. Mais à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait vraiment Fab, Fred et puis quelques autres nageurs qui commençaient à monter un petit groupe, une petite team, mais c'était pas encore ce que c'est devenu après, tu vois. Donc, je pense que j'ai fait partie aussi de cette équipe qui a monté cette team de nageurs sprinters. Et, euh, et donc, on a construit ça avec Romain au fur et à mesure des années. Mais quand je suis arrivé, moi, c'était en train d'éclore. Donc, j'ai vraiment vécu le truc depuis le début. Ok. Et l'ambiance était quand même assez bonne, assez famille, et j'ai été hyper bien intégré. Et c'était cool, quoi. Et en termes de performance, très vite, tes premières années, on passe de 49,7 à.
Alors, je passe de déjà, ce qui est marrant, c'est que ma première année à Marseille, je passe de 4e français au 200 libre à l'année d'après champion de France du 200 libre, tu Ok. vois? Donc là, pour moi, ça a été un déclic, tu vois? Je me suis dit: «Alors ça y est, c'est super, je deviens le meilleur nageur français sur 200». Et puis, avant ça, c'était bien avant qu'Yannick Agnel arrive. Et donc de là, en fait, de là, je continue le 100 mètres, hein, parce que vraiment, c'était la course que j'adorais, mais je fais aussi du 200. Mhm. Donc ça, c'était la première année, 2006-2007. Et puis après, ben, on prétend vouloir faire le 4x100 et monter cette équipe à moitié marseillaise dans le 4x100 2008 pour les Jeux de Pékin, où là, moi, mon temps était de 48,7, voilà, 48,7 en combi, hein, parce qu'après j'ai renagé 48,7 plus tard dans ma carrière, mais en jammer. Ouais. Mais là, à l'époque, c'était les combis encore. Et donc de là, ouais, on a monté cette équipe vraiment forte entre Fred, Fab et moi, qui prétendions être dans ce 4x100 avec Alain Bernard et Amaury Levaux, vraiment pour aller chercher une médaille d'or au jeu, quoi. Aller battre les Américains et empêcher Phelps de faire 8 médailles d'or, ça aurait pu être cool. On a failli, hein, mais, mais ça s'est pas fait. Euh, Et, tu mais sais, voilà, ça a été une. faut juste faire De quoi? une aparté sur cette partie-là. Parce que moi, à l'époque, je me souviens très bien du relais. Quand on l'a regardé, j'étais avec mes potes. Puis je me souviens très, très bien que quand Alain plonge, après 15 mètres, je connais pas. Alain Bernard de votre génération, c'est le seul que je ne connais vraiment pas, en fait. Et il est arrivé plus tard, en plus, tu Il vois. m'est arrivé plus tard, lui. Je ne le connais pas du tout personnellement, mais je voyais le nageur. J'ai regardé beaucoup de nageurs. Une machine super costaud. Mais dès les premiers 15 mètres, je vois qu'il est dur. Ah J'ai ben, il s'est un peu emballé, ouais. Et je vois les sacs qui plongent, le vieux briscard là derrière, les Américains on le connaît. Mais j'ai pas aimé les commentaires qu'il y avait qui disaient que les Français avaient parlé, machin, truc. On a demandé aux Français s'ils pouvaient gagner le relais, ils ont dit quoi? Ils ont dit oui, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Bah oui. C'est normal, 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 mais les Américains ont utilisé ça comme fuel un petit peu Ouais, puis c'est normal parce enfin, Phelps, pour connaître l'individu, c'est un mec qui se nourrit de la provocation. Donc, si la média américain va dire les Français veulent gagner, l'autre, ça va le nourrir encore plus, ouais, tu vois. ouais, c'est ça, ça Tu, m'a tu fait. le vois, la médaille qui lui fait le plus plaisir au jeu, c'est celle-là. Parce qu'il sait que c'est celle qu'il ne peut pas avoir forcément facilement. Il y a eu le 100 pape, je suis d'accord, mais le J'avoue, 100 pape, ça a c'est été. chaud. Ouais, le 100 pape, elle était raide. Mais le Mais relais, dans sa c'est bon, tête, hein. dans sa tête, ça dépendait que de lui, tu vois. Donc, il était parti pour gagner et il mettait tout en place pour. Là, ça ne dépendait pas que de lui. Et surtout, il savait qu'à côté, on était très fort. Ouais, Et on avait quand même le recordman du monde dans le relais, tu vois. ouais, On ouais. avait Fred, qui a été recordman du monde à un moment donné à Mhm. 650. On avait Fab, Levaux. Enfin, tu vois, on avait un relais de béton. Tu Non, vois. c'est Et de toute façon, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné de relais avant 2012 parce qu'en fait, on s'y prenait hyper mal. Pendant 4 ans, on était les meilleurs sur le papier. On les perdait les relais. Donc, ça veut bien dire que finalement, le côté tactique, eh ben, ça joue dans un relais. hyper Et important. qu'à Rome, en 2009, sur le papier, on est indestructible. Et un C'est-à-dire qu'on a le meilleur relais. On a Alain, on a Fred qui est Fred, podium, Fab et moi. au 100 libre, là, je pense, à Rome, quasiment. Dans le De couloir, quoi? Fred, à Rome, il est quatrième. Mais ouais, attends, on a le premier et le troisième du 100 libre dans le relais. Et Ouais, après, il y a Fab et moi. Et en fait, on fait des grosses perfs individuellement, mais dans le relais, on s'est chié. ouais, Enfin, franchement, tu vois, et après, on a commencé à comprendre que gagner un relais, c'était tactique et c'était pas forcément mettre du gaz dès le début, tu vois, ou c'était être un peu malin, ne pas être au centre, tu vois. Et les relais, on les a gagnés à la 6 à chaque fois, les Français. C'est la ligne 6 qui nous a fait gagner. Tu regardes tous les meilleurs relais de ouais, c'est 2012 à vrai. 2016, c'est à la 6 que ça s'est gagné. Et c'était pour nous. Donc, J'ai mais oublié. si je reviens sur 2008, Je trouve que les Russes sont un peu dans la même situation. Ils ont des bons sprinters à un moment donné. Puis je pense pas qu'ils ont réussi à sortir une fois le relais. C'est dur, c'est pas évident, mais j'ai beaucoup aimé à un moment donné. J'étais tombé sur un article, un documentaire sur l'équipe là, où il parlait un petit peu de la construction du relais 4x100. Et puis j'avais beaucoup ouais, aimé le côté esprit d'équipe où les nageurs comprenaient très bien leur rôle et puis n'avaient pas peur de s'effacer pour un autre parce que tu sais que tu veux que l'équipe gagne. D'ailleurs, toi, tu penses que tu as été dans cette situation-là. Tu as nagé le matin à à Rio, Pékin. à Pékin, pardon, c'est ça?
Ouais. Et puis le soir, non, mais je pense pas qu'il y ait eu de grief ou quoi. Je pense que ça a toujours Non, transcendé. parce que tu vois, regarde, l'année d'après à Rome, je nage l'après-midi, je nage le soir au monde. Euh, Après, en 2007, je nage le matin. Enfin, après, en 2014, je nage le matin. Après, quand j'ai commencé à passer sur du 200, donc vraiment sur un 4x2 solide, je faisais souvent que les séries du 4x100 parce que j'étais pas le meilleur, surtout pour gérer les finales, tu vois. Ok. Et donc, tu vois, par exemple, à Londres, je devais nager le matin, le 4x100. Et donc, forcément, j'aurais eu la médaille d'or le soir avec les gars. Mais comme j'avais le 200 nage libre 1 heure avant, ils m'ont enlevé et ils ont mis Jérémy Stravus, tu Ouais. vois, Mhm. qui avait été repêché aux sélections parce qu'il avait fait 0 temps de qualif. Mais bon, on connaissait son potentiel, on savait très bien qu'il avait sa place dans l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Mais là, il faut quand même avoir un certain recul pour laisser passer ton ego et dire: «Ouais, je laisse ma place», potentiellement médaillable, tu vois? Et de se dire que ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur relais possible et que moi, personnellement, j'allais chercher une finale aux 200, tu vois? Mhm. Donc du coup, tu te dis: «Putain», bon, tu laisses ta place, tu es content le soir de les voir champions olympiques et tu te dis: «Merde, j'ai pas la breloque moi parce que j'ai laissé ma place», mais en fait, tu t'en fous. Parce qu'en fait, ce qu'on retient dans la natation, c'est pas ceux qui étaient dans le relais, c'est le relais qui a gagné, tu vois? Exactement, exactement. Pour moi, personnellement, pour ceux qui suivent cette équipe de France depuis longtemps, pour moi, tu fais partie de ce groupe. C'est un groupe, en fait. C'est un groupe qui est. Mais on m'a dit, tu vois, ce qui est bizarre, ce qui est flatteur et en même temps gênant, c'est que on m'attitre souvent des médailles que je n'ai pas eues, OK. tu vois. Parce qu'en fait, j'ai fait partie de la génération de ce 4x100, mais aussi de ce 4x2. Et comme ça a jamais été le même relais, à part Fabien qui a toujours été dans le relais, On est toujours là. sinon ça n'a jamais été le même, Ouais, les parce mêmes que tu as relais. Clément Lefer qui rentre, tu as Yannick, tu as Amaury, tu as eu l'époque avec Julien à la fin, tu as eu tellement de monde. C'est simple, tu avais Fred, Fabien, William Ménard, William Ménard. Yannick Agnel, Mhm. moi, Alain Bernard euh, Strabus. et, Amaury Levaux. Estrabus. Et Stravus. On était 7, imagine. Ça fait. 7. En fait, on pouvait faire presque 2 relais Ouais. finalistes dans un mondial, quoi. Non, sur le papier, c'était fort. Donc là, tu passes dans cette époque des relais, tu es à Marseille, tu es encore dans le 100 mètres pas mal. Et là, tu vas basculer vers le 200 dans ta deuxième partie de carrière à Marseille. Parle-nous un petit peu de ça, là, comment ça se passe, cette transition vers ça, les changements de coach, l'entraînement, tout ça. Tu en es où là, dans cette partie-là? Alors, du coup, sur cette période, en fait, le coup dur que j'ai eu, moi, dans ma carrière, c'est que le passage de l'arène de la Combi, donc après 2009 et début 2010, où nous, c'était une année de championnat d'Europe, euh, je prends les choses pour acquis, tu vois. C'est-à-dire que je suis en équipe de France depuis 4-5 ans. Euh, pour moi, ça va se faire tout seul. Je vais me qualifier pour les Europes. En plus, c'était que des Europes, donc ça devrait se faire facile. Et et je m'entraîne pas forcément comme il faut pour du 100 mètres et puis à moitié pour du 200, tu vois. Mhm. Donc, je voulais faire les deux, sans vraiment m'investir bien dans les deux. Et surtout, je commençais à tomber dans un état d'esprit où j'ai un statut. C'est pas normal qu'on me batte donc dès qu'on me battait, ben tu vois, je m'enfonçais, quoi. Au lieu de me dire, non, ça va me servir, tu vois. Donc je me suis dit, bon, j'ai pris une tarte cette année-là. C'est-à-dire qu'au championnat de France 2010, je les ai tous regardés partir au championnat d'Europe, je ne me suis pas qualifié. Mais en fait, je me suis mis tout seul dans cette situation. Tu Ok. poses la question à Camille Lacour, qui était mon camarade de chambre pendant les France. Tu lui dis, il était comment Greg en 2010 au championnat de France? Je te dis même pas ce qu'il va te dire parce que il m'insulte. J'étais invivable. Ouais. J'étais invivable. En fait, je cherchais des excuses. J'étais pas, voilà, c'était la faute des autres. C'était pas Pour dire mon, je que suis pas bon. et j'aimais cette partie-là, peut-être que tu voudras l'aborder un petit peu à un moment donné, mais bon, tous les champions ont un petit caractère spécial. Toi, tu as ton côté aussi quand même. Ouais, ouais. Euh, Euh, tu es là, tu mais vas vers le 200. ouais, donc là, en fait, là, je décide de vraiment prendre l'ascendant et de me dire, ben, Greg, le 4x100, tu le gardes, mais n'en fais plus une priorité. Il y a trop de gens qui veulent faire le 4x100 en France. Je suis physiquement plus fait pour faire que du 100 mètres et je pense que j'ai encore des choses à faire sur 200.
Donc, je décide de vraiment m'entraîner fort pour du 200 et Romain a décidé de m'entraîner pour du 200, 2011, 2012. Et, euh, et en fait, à 26 ans, je réinvente ma carrière autour du 200 livres. J'en avais peur de cette course toujours et je laissais la place à la chance quand ça se passait bien. Et en fait, j'ai décidé de prendre le contrôle un peu de ma vie de sportif. J'ai tellement pris une claque forte d'être dans mon canapé l'été 2010, de les voir faire tous des médailles, de ne pas être dedans et de me dire merde, en fait, je ne suis pas indispensable à cette équipe. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais non, tu n'es pas indispensable. En fait, ce que tu veux créer, c'est juste du plaisir perso autour de ta performance et réussir pour toi. Mais ça, c'était grâce aussi à un travail de prépa mentale avec Thomas Samut. On va en Voilà, si parler. on en parlera un peu plus. Mais autour de ça, voilà, j'ai construit une autre carrière. Et cette carrière, elle s'est tournée autour du 200 livres. Et j'ai apprivoisé cette course. J'ai travaillé pour cette course. Et en un an, je suis passé de 1,49 à 1,46 au 200. Donc d'un temps basique que beaucoup Top, de gens peuvent faire à un temps qui m'amène à être demi-finaliste et neuvième au jeu, quoi, tu vois. top 12, top 10 au monde à ce moment-là quand Voilà. tu fais ça. Donc, si tu veux, ça a été de pair avec l'arrivée de Yannick Agnel, qui est arrivé à ce moment-là. Ok, Tu vois. Et Yannick, quand il est arrivé, il a dynamisé le 200 libre. ok. Il l'a explosé, en fait. Donc, il a tellement dynamisé le 200 libre qu'il a donné une croyance à tous ceux qui faisaient du 200 qu'on avait la possibilité d'être aussi fort qu'un 4x100. Comme ça s'est passé pour beaucoup de sportifs. Comme, moi, je me souviens à l'époque, quand Laure arrive au 400 et qu'elle envoie des premiers 400 bas de 4,10, il n'y a personne qui est au-dessus de 4,10. Ah ouais. Tu regardes 2 ans après, ça y est, quoi. Elle est là quand elle nage 4,4, ça y est, il y a 4,8 quoi, derrière. C'est Ça ça. commence à envoyer. Et pareil pour les sprinters, c'était un bel effet. Et puis le 200, les barrières tombent, puis C'est ça. tout le monde pense que. Et ça, c'est génial, en fait. Ça, je trouve que ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il suffit d'une personne. Et, Mhm. et moi, je pense que Laure, elle a ouvert des portes, que le relais 4x100 français, il a créé des croyances à Mhm. un moment donné dans une équipe de France qui peut être forte. Et là, ça a débloqué des choses. Mhm. Et là, ça a débloqué qu'on pourrait être fort dans plein de domaines. Et le 4x2 qui était vraiment faible, tu vois, pendant des années, on ne faisait même pas des finales en championnat d'Europe, quoi. Mhm. Et ben, on s'est retrouvé, je vais pas dire par hasard, mais en 2011, on avait un relais 4x2 qui s'est construit, on était bancal, on n'avait même pas de quatrième, c'est Fabien qui est venu nous aider, mais il s'entraînait pas pour le 200, tu vois, c'était notre quatrième. Si tu regardes la course, il prend un shoot de l'espace en quatrième relayeur, mais à 650 mètres, ou même à 600 mètres, à 700 mètres, je veux dire, à 100 mètres de l'arrivée, donc on est devant. Ouais. Tu vois, on est devant les requins, quoi. Donc quand tu es devant Lochte, Phelps, Van der Kee et puis Behrens, qui sont champions olympiques, tu te dis, bon, là, il y a un truc à faire quand même. Mhm. En sachant qu'il nous manquait Amaury Leroux, tu vois, dans le Ouais. relais. Donc là, en fait, ça commence à mûrir et on se dit, OK, l'année prochaine, c'est les Jeux, on va aller chercher une médaille d'or. Il n'y a pas que le 4x100 qui peut gagner, tu vois. Et là, moi, ça m'a tellement motivé pour ce 200 que je me suis mis à bosser pour le 200. J'avais 27 ans, tu vois. Et 27 ans, quand tu te remets à faire de la borne, des 7 bornes, des 8 bornes, c'est C'est dur. compliqué à gérer. Ouais, Mais c'est compliqué à gérer, mais c'est un peu cette difficile à dynamique. éviter. Pour le De 200, quoi? pour le 200, c'est un peu difficile à éviter ce travail-là. Tu es un peu Tu obligé. peux pas, tu étais obligé d'y passer. Et puis Voilà. j'avais du retard. Et j'avais du retard parce que tout ce que j'ai sacrifié à 20 ans pour faire du 100 mètres, et il a fallu que je le rattrape quand même, tu vois. Donc je pense que, pour revenir à ce que tu disais au tout début, je pense que les croyances que j'ai entendues, moi, étant plus jeune, en disant t'es le futur Stéphane Caron, 100 mètres, et ben, je me suis dit, ben, ouais, je vais faire du 100 mètres, tu vois. Je vais faire du 100 mètres, c'est l'épreuve reine. Mon nageur préféré, c'est Popov. Euh, je rêve de ça. La natation, pour moi, c'est le 100 libre, tu vois. Et on a continué à développer ça. Et en plus, ça devenait fort en France, le 100 mètres. Et je faisais partie de cette vague. Pendant 10 ans, j'ai été dans les 6 meilleurs Français du 100 mètres, tu vois. Mhm. Et c'est forcément que ça entretient ce truc-là. Mais ça m'a empêché de voir la réalité que j'étais un nageur de 200. Et on en parlait en off, peut-être plus un nageur de 150 même. Ouais, exactement, parce que je te disais, et c'est Guy qui me disait ça, Guy adorait partager ces anecdotes-là. Il disait que Stéphane Caron, en fait, c'était un nageur de 125 mètres. Que ce mec-là, il n'était pas un super sprinter, c'était pas un nageur de 200, mais putain,
Bakken, C'est lui, ça. le retour qu'il avait, c'était phénoménal. Et toi, peut-être que tu es plus un nageur de 150, 160 mètres. Mais ce qui est dommage, c'est que. Et je sais, si tu veux, c'est dingue parce que mon meilleur temps sur 50 libres, c'est 22,7, tu Mhm. vois. 22,7 pour un temps à 48,7 ou 48,6, je sais plus, au 100 mètres. Déjà, c'est pas Et mal. pour une 46. Oui, Ouais, alors, si c'est mieux. mais tu vois, je suis capable. Plus tu montes, plus tu vois que ton top. Si tu regardes Et ouais, le classement de tes performances en montant, ben, le 200, c'est celui qui t'a mis mieux dans le classement mondial, par exemple. Tu sais. mais par contre, tu vois, j'avais une nage qui me permettait d'aller vite avec la glisse parce que c'est plus mon délire, tu vois. Je suis pas un Mhm. nageur de force, je suis plutôt un nageur de glisse, tu vois. Je suis un nageur-nageur. Je suis pas un nageur fort en coulée, je suis pas explosif. Tu vois, moi, une fois que je suis lancé, ben, tu vois, j'ai l'inertie qui m'emmène. Et sur un 200, moi, je passais 51 les doigts dans le nez. Par Ouais. contre, euh, Par contre, tu vois, j'étais des fois dans le dur pour nager 50 secondes en prépa, tu vois. Et, euh, et, et tout ça fait que C'est quand même quelque chose. j'ai appris à me. Je veux dire, ça avait là quand même quelque chose de très naturel, beaucoup plus naturel pour toi, le 200, en fait, quand tu as commencé à l'accepter. Bah, et c'est ça, exactement. Et tu le comprends tardivement. Et du coup, mes plus belles années de natation, ça a été entre 26 et 32 ans. Mais c'est génial parce que tu as la maturité aussi pour apprécier et puis kiffer. La maturité. Et pourtant, j'avais déjà une breloque au jeu avec les copains, tu vois, des breloques mondiales. Mais mes plus belles années, celles qui m'ont construite, elles ont été entre 26 et 32 ans, là où j'ai compris, moi, qu'est-ce qui était bon pour moi, tu vois. Bon, alors là, tu Et arrêtes. donc, Là, en fait, tu t'en vas, tu es dans la partie de Marseille, tu t'en vas tu nages une 46. Donc là, on est en 2016. non, là, entre-temps, ouais, j'ai fait une petite aparté à Charlotte, Tu as aux à États-Unis Sumac. avec Dave March, là où tu as pu Ouais. t'entraîner avec des très très bons nageurs américains. Puis ça t'a. Ouais, ils étaient pas mauvais. Ils étaient pas mauvais. Des Cullen Jones, qui d'autre encore? Vous avez qui? Et il y avait Tyler Clary, champion olympique du 200 dos. Il y avait Ryan Lochte aussi. Mhm. Donc, toi, du coup, ça t'a fait du bien de retrouver un petit peu cette autre mentalité puis de vivre autre chose. Tu as encore appris. Je pense que tu as beaucoup kiffé. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là pendant un an là? Comment tu regardes les Américains? Qu'est-ce qui fait, toi, quand tu arrives en tant que Français? Bon, moi, ici au Canada, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mentalité d'Américain, mais on a quand même une mentalité assez plus. Moi, je pense qu'en France, on nous éduque dans le sport. C'est un peu l'enfant roi. C'est-à-dire que l'athlète, il a un entraîneur à sa disposition. Alors qu'aux États-Unis, moi, quand je suis arrivé, que je me suis amusé à payer mon coach directement, mes déplacements, Je suis content. mon, mon... Non, mais tu vois, tu payes ton logement, tu payes tes déplacements. Le coach, il dit, ce week-end, on est à Austin. Rendez-vous à Austin, tu vois. Il te dit pas rendez-vous à l'aéroport, on y va en minibus, tu vois. Non, non. Il te dit rendez-vous au bord du bassin demain à 8 heures. Tu te démerdes pour ton avion, tout ça, tu payes tout. Et moi, la première fois que je suis parti en Arena Pro Swim, moi, j'attendais qu'on me dise, mais c'est quand on part, tu vois. L'assisté de base, tu vois, le français. Et en fait, je me suis dit, mais attends, eux, ils ont une mentalité qui m'a fait grandir. Et je te dis, j'avais 30 ans. Il m'a fait grandir sur, tu viens disposer du temps du coach. C'est-à-dire que c'est toi qui viens pour prendre. Et donc, tu laisses rien passer. Alors qu'en France, on est plutôt, le coach, il est là pour toi, donc tu as le droit de faire ton capricieux, tu vois. C'est vraiment marrant que tu parles de ça. Moi, quand j'arrive au Canada comme nageur ici, là, ma première expérience, enfin, j'ai deux petites anecdotes que j'aimerais te raconter. C'est la première, c'est je demande à un moment donné, en québécois, on dit un casque de bain. Je demande un bonnet de bain. On a un casque à Claude. Et Claude, il me regarde, il me dit 10 $. Je lui dis 10 $. Ah ouais, 10 $. Bah, tu me le donnes normalement, tu vois. Exactement, à Clichy en plus, tu sais, on avait tout, le matos, machin, on ne se rendait pas compte, tu te rends compte de rien. Donc ça, c'est la première. Tu dis, putain, il faut payer pour un bonnet, quoi. Et à l'époque, Ah j'avais bah, tu ne casses pas les celui-là. cheveux. L'autre fois, c'était vraiment en compétition, on trouvait des placements. On arrive à l'hôtel. Puis là, bon, bah, évidemment, là, je sais que faut que je paye pour le per diem d'entraîneur, faut que je paye pour faut que je paye pour l'hôtel, etc. Mais là, j'en arrive, puis je dis, bon, on mange où? Le coach, il me regarde, il me dit, tu manges où tu veux? Ah, Tu manges le c'est ça. J'avais posé la même d'accord. question. Donc, J'avais posé la même question à la première compète. ça t'oblige un petit peu à te organiser. Puis là, tu te dis, surtout que moi, j'étais un peu serré au niveau d'études. Bon,
il va falloir faire attention à tout ça. Puis, quand tu mets de l'argent dans ta natation ou dans ton propre sport, ça prend encore Ah, un peu plus de sens. pas Tu sais, pareil. quand tu nages pas vite et tu te plantes, ça pique un peu plus que si tu étais genre dans la situation un peu plus luxueuse dans laquelle tu étais avant, qui n'est peut-être pas parfaite non plus. Là. Mais moi, je me souviens quand on était logé au Campanier, tout compris, bouffe, les équipements, les maillots, on chialait sur les C'est t-shirts, ça. on n'est pas la bouffe, on n'est pas les trucs. Non, mais quand tu es ici, bon, maintenant, nous, en C'est tant ça. que coach, on essaie de l'organiser pour eux, mais on l'inclut dans le tarif des frais qu'ils vont payer. Il faut savoir qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord, c'est vraiment on a moins de soutien des villes, on a des soutiens des villes de subventions. Mais en Europe, en France en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui vient de la région, du département, des sponsors. Ouais. Et les frais d'admission sont vraiment pas chers. Moi, pour des nageurs dans mon Non, groupe, non, mais dépendamment les c'était, niveaux, ça part de 4 000 à 20 000 là, pour les meilleurs parents. C'est, et c'est- moi, l'année à Charlotte, elle m'a coûté 12 000 € Et voilà. en frais d'entraînement. Ah ouais. Tu vois. Mhm. Si je vais m'inscrire dans un club ici, c'est 300 balles l'année, hein. Ah non, bien sûr, bien sûr. On Donc, se rend si tu veux. tu payes Mais pour. en fait, ça te rend mature. Ça te rend mature, ça te rend responsable. Et ça te fait comprendre que bah, tu ne loupes pas un entraînement comme ça et que comment dire, tu achètes le plaisir de performer, tu vois. Tu achètes ton plaisir de faire du sport. Comme ils disent les Américains, it's not a given. C'est pas quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose qui est Ah, acquis. bien sûr, C'est toujours quelque chose exactement. que tu bosses dessus. Et puis par rapport aux nageurs, les mecs dans l'eau, eux ils t'ont reçu à mon avis très bien. Mais je veux dire, qu'est-ce qui t'a frappé la première fois, où les domaines où ils étaient forts, où tu allumais, où tu t'es senti fort. Là où j'ai pris des roustes, je vais te dire, hein. Déjà, je suis pas un nageur de petit bain, mais un nageur de yard. Alors là, mon pauvre, là, j'ai ramassé, hein. Parce qu'ils Ah nagent en non, rien. mais là, j'ai pas compris. C'est-à-dire que je suis pas un nageur qui est très fort en coulée, tu vois. Mais, mais tout ce qui est séance en yard, je prenais des rousses par des gamines de 17 ans en jambes. Les jambes, oh putain, ils sont forts en jambes. Moi, j'étais pas très bon, mais enfin, j'étais bon, mais eux, ils sont vraiment forts. Toutes les séances, ils sont durs au mal. C'est-à-dire que eux, c'est marche ou crève, mais ils sont fiers de crever, en fait, tu vois. Nous, tu crèves, tu fais la gueule en disant ouais, je suis pas bon. Et puis eux, ils crèvent et ils se disent ah, c'est bon, quand même, je suis mort aujourd'hui à l'entraînement, tu vois. Donné, quoi, c'est donné. Mort au sens sport, quoi, tu vois. Et moi, j'ai vu Tyler Clary. Alors, Tyler Clary, il fait du 200 papes, il faisait du 100 papes, champion olympique du 200 dos à Londres, hein, et devant Ryan Lochte. J'ai vu Lochte et lui, les lignes à côté de moi, s'envoyer des 10 fois 200 en yard en papillon, tu vois. Et les mecs, ils crevaient, mais quand je te dis crevaient, c'est qu'ils touchaient le mur, ils repartaient tout de suite, et ils lâchaient rien. Ils lâchaient rien, les mecs. Et nous, on était en crawl à côté, ils nageaient presque aussi vite que nous. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'au final, Lochte me mette qu'une seconde au 200 en grand bain, alors que là, il est en train de me massacrer, tu vois. Oui. Ouais. Mais en fait, ils travaillent autre chose. Ils travaillent pas la perte finale. Ils travaillent la capacité à pouvoir enchaîner les courses, à pouvoir être bon dans toutes les circonstances. Parce que ça t'entraîne à ça, hein. Ça t'entraîne à être bon tout le temps, tu Mhm. vois, quand tu es dur au mal. Et l'Américain, il est fort pour ça. Le Français, un peu plus douillet, tu vois. Mais Mais c'est ça que j'aime beaucoup. J'avais lu un article à l'époque sur Simone Manuel, je pense qu'il y a 2-3 ans, au NCAA, au championnat américain, où il avait nagé comme 16 fois ou 14 fois, quoi, un truc de fou. Puis il avait nagé super vite à chaque fois. Super vite à chaque fois. mais tu sais, moi, je pense que c'est pas de la faute des sportifs en France, c'est la faute de notre éducation. Culture. En France, on nous valorise le résultat et pas la manière. Aux États-Unis, on valorise la manière d'y arriver, tu vois. Mhm. Donc, le résultat, certes, mais la manière, c'est important. Un mec en université, il va être champion universitaire en football américain, il est 14e de l'équipe, personne ne connaît son nom. Mais quand il va dire, ouais, on a fait ça, ouais, t'as fait ça, t'as été ça, ouais, super, tu vois. Mais en France, si t'as pas été champion olympique, ouais, bon, très bien. Ouais, mais j'ai fait les jeux 4 fois, j'ai fait les jeux 6 fois, mais j'ai fait 6 fois 6e. Oh, bah, c'est bien. Ouais, mais j'ai fait les jeux une fois, mais j'ai été une fois champion olympique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre qui a fait les jeux 6 fois, il est mauvais, tu vois. Donc, en fait, on valorise que le résultat. Et ça, c'est un vrai problème parce que, C'est dommage. euh, ben ouais, parce qu'en fait, aucune personne en France, pour moi, aucun jeune, moi y compris, et beaucoup de ma génération, on savoure le moment, tu vois. Et ça, tu l'apprends plus tard. Tu savoures les moments où tu as été dans le dur, tu savoures les moments où tu as réussi. Et,
Si tu veux, je peux te les montrer, mes breloques olympiques, elles sont là, elles sont dans la vitrine, la pièce d'à côté. Et ben, je les regarde jamais. Mais par contre, quand je les vois, je vois pas la médaille en fait. Je vois toutes les années que j'ai passées avec tous mes potes, les compètes, les moments. Le podium qui dure 3 minutes 30, tu t'entraînes toute ta vie pour un podium et un drapeau qui se lève pour 3 minutes 30, mais en fait, on s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est l'événement que tu as vécu. Et toi qui as fait les Jeux, tu sais très bien que toi et moi, on a le même vécu olympique. Tu vois, la médaille, c'est une consécration, mais après, au bout du compte, tu ramènes le même bagage que moi, c'est-à-dire arriver dans un événement sportif qui te porte quelque chose qu'il n'y a pas d'égal. Moi, mon expérience olympique, c'était vraiment ce que j'ai trouvé. Je voulais toujours être coach. J'ai toujours voulu être coach, puis je savais que je ne serais jamais un mec. J'ai 48 ou 49% libre. C'était plutôt difficile, surtout avec les méthodes d'entraînement qu'on avait à l'époque. Même si à la fin, avec Alain Michel, c'était super. Mais ce que j'ai adoré, moi, c'était justement observer, regarder. Tout seul dans ma délégation, j'étais obligé d'aller plus vers les gens, et puis de partager. Bon, il y avait beaucoup de Français que je connaissais, mais non, mais s'il n'y a pas les Jeux, je ne suis pas au Canada aujourd'hui, par exemple. Tu sais. Ça fait partie de mon chemin, de mon cheminement. Et puis j'ai été. Bah ouais. Et puis on oublie beaucoup ça. On oublie beaucoup ça aussi. Tu sais, le mec qui s'entraîne pour être 55e au jeu, c'est peut-être pas mal plus dur pour lui que le mec qui s'entraîne pour être top 6 au monde. Parce que le mec qui s'entraîne pour être top 6, oui, il y a un niveau de performance qui est exigeant. Oui, il se donne. Le mec qui a 55, il se donne aussi. Sauf Bah oui. qu'il n'a peut-être pas les mêmes moyens. Et puis il essaie de faire la même Ah chose. oui. Tu vois, puis il faut avoir, je pense, pas mal de respect pour tout. Moi, en tant que coach, personnellement, les plus belles émotions que j'ai eues à date, bon, oui, il y a eu des très belles perfs que tu as kiffé, mais c'est pas vraiment autour de la performance non plus, c'est pas vraiment autour du résultat, c'est toujours le moment où, putain, enfin, on a réussi. Tu sais. Puis Ouais, c'est ça. chacun ses objectifs, quoi. Puis quand tu les. La médaille d'or, elle est pour tout le monde, c'est chacun sa médaille d'or. Après, on donne la médaille d'or au jeu, on donne la médaille d'or. Ça fait pas des autres ça fait pas des autres des perdants, je pense. Enfin, Non, non, pas là, du tout. on est dans cette période, et puis là, je vais jumper dans le prochain sujet, mais j'aimerais ça que tu conclues. En fait, là, tu arrives, tu termines ton cursus, tu dis stop. Bah, on va jusqu'à Rio, tu vois. Et, Rio, c'est la fin d'une génération. Donc on arrive tous un peu essoufflés. Et quand je dis tous, c'est la génération marseillaise, Fabien, Fred, moi, Rendu un peu. même Yannick qui était fort jeune, mais qui a une certaine lassitude, pas assez amoureux de la natation, tu vois. Et on arrive à un moment où même le staff, c'est des guerres de staff, et les nageurs, on s'entendait toujours bien, mais on faisait face à une nouvelle génération de nageurs australiens, américains. Euh, on était trop vieux, tu vois, clairement dans la façon de faire et dans l'état d'esprit. Nous, on commençait à décrocher. On avait le rêve olympique, c'est pas ça. Mhm. On était fiers d'y aller, mais on était trop habitués à ça et on n'avait plus cette euphorie, tu vois, du début qu'ont eu les générations américaines comme Dressel qui commençait à arriver, tu vois, des mecs comme McEvoy, tu vois, des mecs comme Chalmers qui étaient jeunes et qui avaient la soif, tu vois. Ouais. Et tu prends des roustes par ces gens-là, et en plus le staff à côté, il n'est pas du tout organisé, tu vois. Moi, mon 4x2 à Rio, quand 4 ans avant on fait une médaille d'argent et qu'à Rio, à 3h30 du matin, on te dit bah, Yannick il nagera pas, et tu dois aménager en prenant un nageur qui fait du 1500 pour finir ton relais alors que tu enlèves le champion olympique en titre. C'est dur à vivre, tu vois. Moi, je finis ma carrière sur ça, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc ouais, je tourne une page là-dessus après Rio en disant ben, j'ai vécu l'olympisme, c'est un de plus au compteur, mais pour moi, les Jeux, ça a été vraiment 2008-2012. Ça a été des Jeux vraiment vécus, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et je pense que j'ai arrêté avec une certaine amertume, comme beaucoup. Euh, et aujourd'hui, si je reprends à nager, tu vois, c'est plus parce que euh, j'ai eu l'impression de dépendre d'un système à Rio. Et aujourd'hui, je veux faire sans ce système. Je veux faire pour moi. Tu vois. Je veux faire vraiment tester des choses au niveau de l'entraînement pour moi, mais aussi pour pouvoir en enrichir en tant que futur éducateur et coach. Et puis me dire que c'est nouveau, j'ai jamais fait, tu vois. Ça, j'aime bien, réinventer un peu. Donc, euh, donc il y a eu une super génération 2008-2016, mais elle s'est arrêtée après Rio. Normal. Il fallait que ça. Voilà, et c'est comme tout.
Mhm. En C'est comme tout. en tout cas là, donc là tu fais les cycles, là tu reprends. Bon, forcément, on en a une période un peu spéciale en ce moment, mais euh, parle-moi un petit peu, parce que je sais il y a eu un déclic à un moment donné qui s'est fait. Et puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'aspect préparation mentale. Qu'est-ce qu'on a été chercher? Et puis, t'en es où, toi? Comment ça se passe, ce déclic, la rencontre Attends, je te euh, montre un truc. avec Thomas? C'est mon livre de chevet. C'est mon livre de chevet. Non, pas ça. C'est mon livre de chevet, c'est mon préparateur mental. Ok. Je lui fais de la pub. Promo pour Thomas, il Mais, va être content. mais hein? On fait un petit peu de promo pour Thomas, il va être content, c'est bien. Ouais, mais tu vois, il est très bien son bouquin parce que c'est son histoire à lui, mais elle est cohérente avec tout ce qu'il a travaillé avec nous. Attends, Thomas, c'est quelqu'un qui est arrivé au club en 2000, fin 2008, début 2009, et avec qui j'ai travaillé moi au tout début, vraiment. Et, je sais pas comment le décrire. Aujourd'hui, c'est un ami. Si j'avais pas eu ce mec-là dans ma vie, je pense que je n'aurais pas été épanoui en tant qu'homme. J'aurais peut-être eu les mêmes résultats sportifs, mais par contre, je les aurais pas savourés de la même manière. Je pense que je les aurais savourés en tant que frustration parce que je n'ai pas eu ce que j'ai rêvé plus jeune, tu vois? Alors que maintenant, je suis satisfait de ce que j'ai fait et je suis conscient que je n'avais pas les armes avant pour devenir meilleur, même si j'ai l'expérience, aujourd'hui et un certain recul sur ce qui m'a manqué plus jeune. Je savais que j'avais pas les armes plus jeune pour le faire, sinon je l'aurais fait, tu vois? Donc, en gros, il m'a appris à me pardonner, à Greg le plus jeune, tu vois? Au lieu de lui reprocher: «Ouais, t'as pas fait ça, tu pas eu mon comportement, tu été, tu été, faible sur certains trucs», tu vois? Et en fait, si je dois résumer, c'est qu'il m'a appris à me pardonner d'avant pour savourer maintenant, tu vois? Et en disant: ben voilà, si aujourd'hui tu es là où tu es, c'est grâce aux jeunes que tu étais». Voilà. Parce qu'il t'a donné des outils pour être meilleur. Et ça se trouve, tu aurais jamais été meilleur si tu avais pas été ce que tu étais avant, tu vois? Comment ça se Et passe au début, en fait, l'initiative de dire, OK, j'y vais, il va m'aider, il t'accompagne. C'est quoi? C'est un moment à donner qui serait comme un moment déclic. je pense que c'est grâce au staff, en fait. C'est Romain à l'époque qui je pense que Romain avait senti chez moi cette lacune, ce truc qui fait que, hem, j'arrive pas à m'exprimer en compète, tu vois? J'étais fort à l'entraînement, je faisais des trucs de fou et en compète, je me chiais dessus, clairement, tu vois? J'avais peur, en fait et hem et c'était frustrant pour moi, mais c'était frustrant pour le staff et donc quand Thomas est arrivé, il a souhaité, que ses nageurs travaillent avec lui, sans forcer, hein, en proposant, tu vois? Mhm. Et hem et Parce moi, que ça a ça tout de vient de suite, vous, hein. ouais, l'idée, il faut qu'elle vienne de nous, tu vois? Mhm. Et on parlait tout à l'heure d'un athlète de haut niveau qui est un petit peu fier et qui a un petit caractère, mais ouais, quand tu as un ego de sportif de haut niveau, que tu as déjà une médaille olympique, médaille mondiale et qu'on te dit: «Il faut que tu ailles faire de la prépa mentale», tu dis: «Ah, attends, c'est pour les faibles». En plus, tu sais, en France, c'est pour les faibles, la prépa mentale. Plus Au maintenant, départ, mais il y a 10 ans, oui, tu ouais. vois? Et donc aujourd'hui, on voit que par ça, ah, le mental, mais attends, mais le mental, ça fait des années que ça existe, tu vois? Et du coup, j'ai rencontré Thomas, on a discuté, on a travaillé sur énormément d'axes, heu et grâce à lui, je suis allé toucher le fond cette année 2010 là, tu vois? En fait, je crois qu'il m'a amené au fond, dans un premier temps, pour voir ce que c'était d'être au fond et ce que je ressentais d'être au fond, tu vois? Quand tu veux dire au Et fond, quel aspect? au fond du trou, quoi, en me disant, hem, cette petite zone de confort d'équipe de France que j'avais, où j'avais mon petit statut, où j'étais bien, tu vois? Mais qui me voilait un peu la face sur qui j'étais vraiment et ce que j'avais besoin en tant que personne, tu vois? Depuis Et 2010, pas faire les choses. c'est l'année où tu fais pas Donc les non plus, 2010, non? voilà, c'est l'année où je fais pas les Europes en 2010. Ouais. Et là, on a tellement bossé que, je sais pas, il y a eu comme un court-circuit dans ma tête et en fait, ça a court-circuité, mais pas pour me dynamiser, pour m'enfoncer. Et là, j'avais dit à Thomas, ou Thomas avait dû, enfin, c'est Thomas qui m'avait dit, ou je sais plus qui, il m'a dit:
cet été, soit tu arrêtes, soit tu repars et tu seras 1000 fois plus fort. Et en fait, je suis reparti. En fait, je suis reparti en septembre. Hem Et je me suis dit: «Mais attends, mais t'aimes trop ce sport?» Et je me suis vraiment posé les bonnes questions. Donc en fait, ce court-circuit m'a permis de descendre au fond des abîmes là, tu vois? Et de me dire, «Ben voilà, quand je suis au fond, je peux pousser pour remonter» et je suis pas comme entre 2 eaux là, comme, une pastèque que tu jettes dans l'eau et qui ne flotte pas et qui ne coule pas, tu vois? Elle est entre 2 eaux. Donc bah, j'étais là. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je faisais, mais j'étais en équipe de France, je faisais partie du truc, mais impossible de me définir, tu vois? OK. Donc Greg Mallet, ouais, c'est un relayeur français, l'ex futur Stéphane Caron, mais on ne sait pas ce qu'il va faire et puis quand il sera plus là, de toute façon, il sera remplacé puisque, voilà. Et moi, je suis qui? Tu vois? Donc en fait, Thomas, il m'a aidé à répondre à ça et quand tu réponds à cette question-là, que ça soit sportif ou être humain, qui fait pas du sport, quand tu réponds à la question de qui tu es et ce que tu veux, déjà, tu as déblayé une bonne partie de ta vie et Tu ça, c'est plutôt bien. as compris, tu as accepté, compris ta propre identité, c'est ça que tu es en train de nous dire. En fait. Ouais, On vit ouais, dans puis en fait, tu acceptes de mettre une jauge sur ta personne, tu vois? On prône l'excellence dans notre société. On prône les gens qui sont super bons, tu vois? On dit, tu ouvres ton téléphone, tu regardes Instagram, tu vois que des gens qui sont en vacances, qui ont la belle vie, qui ont des belles bagnoles et tu te dis: «Mais moi, j'ai une vie de merde», quoi, tu vois? Mais en fait, non, on fait voir ce qu'on a envie de faire voir. Moi, c'est moi le premier, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais par contre, on ne sait pas que on ne sait pas qu'on a des moments difficiles, tu vois? On ne sait pas que c'est pour passer par des moments de joie, il y a beaucoup, beaucoup de moments qui sont durs, tu vois? Et Ça te fait apprécier ces moments de joie aussi encore plus d'ailleurs. exactement, exactement. Et puis et surtout comment tu te construis. Moi aujourd'hui, j'ai appris à dire, enfin, quand j'ai travaillé avec Thomas, au fur et à mesure, j'ai appris à dire merde, à tout ce qui ne pouvait pas correspondre à mon bien-être, tu vois? Hem, Si je sors du cadre, de la société, c'est pas grave, tu vois? C'est moi, ce qui prime, c'est plutôt ce qui va m'apporter pour grandir et apprendre. Je suis plutôt en soif d'apprendre, moi, dans ma vie, donc que ce soit par le sport ou par autre chose, je suis preneur de toute nouvelle information. Je n'ai pas dit que je valide tout, mais je suis preneur, tu vois? Et aujourd'hui, je me sens heureux parce que j'ai fait des choix qui n'ont pas été forcément bons tout le temps, mais par contre, je les ai faits. Et je pense que faire des choix, c'est toujours mieux que faire des non-choix, tu vois? Mais c'est Donc quand des décisions hein, en plus. ouais, exactement. Et tu sais, Tom, il a été, c'est un mec calme, posé. Quand il discute avec toi, il te donne pas de chemin. Il te donne juste la clé pour ouvrir la porte. Après, à toi de l'ouvrir, hein, tu vois? Il te dit pas: «Va là» ou «Va là». Il va te dire, «Si tu y vas pas, qu'est-ce que ça te procure?» Moi, je l'ai Tu vois? rencontré, j'ai fait venir ici pour une conférence avec l'association des coachs canadiens. Ouais, Super, incroyable. il a été moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Et puis, bon, j'ai trouvé le week-end un petit peu trop court, à partir un petit peu vite, mais c'était vraiment fun de le rencontrer. Puis c'est peut-être quelqu'un que j'inviterai à un moment donné là, pour parler Mais un petit avec Tom, on veut bosser ensemble là-dessus sur quelques colloques. Il le fait avec Fred un petit peu et moi je lui ai mis le souhait de, puisque maintenant, pareil, on en a parlé en off, mais j'ai passé des diplômes pour travailler aussi sur cet aspect prépa mental. C'est curieux, hein, c'est un paradoxe, ça a fait rire les nageurs autour de moi qui connaissaient un peu mon tempérament. ça t'a On va amené vers, dire, putain, hein? ça t'a amené vers ça justement. C'est-à-dire que Ouais, et du coup, j'ai tellement pris conscience de l'aspect psychologique dans la performance que j'ai voulu travailler là-dessus et me former là-dessus parce que déjà, moi, ça m'apprend des choses sur moi encore et ça me donne des outils pour aider ceux qui peut-être sont pas sur le bon chemin, vont dans la bonne direction mais n'empruntent pas le bon chemin pour eux, tu vois. ouais, Issu. c'est super important. Puis je pense que c'est un super, super, super méga outil, la Ouais, psychologie neurolinguistique. Donc aujourd'hui, grâce à Thomas, bah, on retrouve un grec qui a un peu plus confiance en lui, un grec qui est un peu plus mature, un grec qui sait un peu plus ce qu'il veut. Tu as fait tes choix, comme tu dis, pendant 3 ans, tu as profité, tu as essayé, tu as été là, tu as coaché, tu as essayé c'est différentes ça. expériences. Là, tu reviens complètement amoureux de la natation.
Alors, il y a vraiment un truc où j'ai pas envie de parler de ça avec toi, là, et puis tu vas me donner ce que tu me donneras hein, par rapport à ça. Alors, je sais que tu travailles physiologiquement en entraînement. Tu t'entraînes plus comme tu t'entraînais avant, bien évidemment. Non, Tu t'entraînes dans ah, l'eau. c'est pas possible. Ouais, tu t'entraînes une fois par jour dans l'eau avant Covid. Avant Il y a Covid. une grosse partie de préparation physique. Et j'aimerais ça beaucoup que tu. Et ça, cette dimension de préparation physique, bon, ça a commencé beaucoup en France, je dirais, avec peut-être l'arrivée de Damien Chambon, l'arrivée de Damien Chambon, on parlait de Damien, mais plus que je sais qu'en Racing, vous en faisiez peut-être un petit peu, et puis toute la prépa physique à Marseille, ça a pris peut-être une autre dimension. Mais en France, je sais que ça se fait de plus en plus partout, c'est super. Moi, j'adore cet aspect-là de l'entraînement. Mais Ouais, toi, je sais qu'avec, puis d'ailleurs, j'inviterai ton préparateur physique, c'est ouais, bien. c'est important. Ouais. D'ailleurs, toi, bon, alors, aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça? Puis côté préparation physique, parle-moi un petit peu de ces méthodes que tu as connues à Marseille et aujourd'hui, la façon dont tu travailles. Je ne pense pas que ce soit si éloigné que ça. Peut-être moins. Non, c'est pas du tout éloigné parce que le préparateur qu'on avait à Marseille, Patrick L'Hôpitalier, Mhm. il a toujours été euh, avant-gardiste pour la métropole de méthodes de travail intéressantes pour nous faire devenir des athlètes avant de devenir des nageurs. Ça, c'était important. Et puis, et en fait, on se rend compte que ce qui me fait travailler différemment aujourd'hui, c'est juste que je ne veux pas refaire ce que j'ai fait avant parce que je sais faire. Je vais juste travailler des aptitudes que je ne connais pas. Et il y a juste aussi le poids de l'âge, tu vois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que physiquement, je ne peux pas faire certaines choses que je faisais avant. Et on se rend compte que dans l'eau, si tu veux développer énormément de force dans l'eau, il y a tout un aspect lié sur la flottaison, le poids, le gainage, enfin, tu vois, des trucs comme ça qui sont peut-être plus importants que de développer de la force pure, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, en prépa physique, il y a une quinzaine d'années, on se mettait sous des barres pour pousser du développé couché sur un banc fixe. On se mettait sous une barre de squat, des fois guidée ou pas guidée, mais on avait un appui fixe au sol. En fait, on avait un transfert de force qui était sur du fixe jusqu'à ton poids. Mhm. Et, euh, et en fait, on se rend compte que dans l'eau, tu n'as pas d'appui fixe, tu es dans un élément fluide. Tu vois. Et depuis quelques années, la prépa physique évolue là-dessus en natation. On essaye d'être le plus efficient possible, d'avoir vraiment le plus de rendement possible dans le geste. De la force, mais de la force que tu peux transférer avec un bon gainage, un bon placement. Tu vois, le corps qui ne se déforme pas avec la fatigue. Euh, Grossièrement, tu pars, tu es un spaghetti cru, tu finis ta course, tu es un spaghetti cuit. Tu vois, tu es tout flasque. Et ben c'est ça. Et ben nous, comment on fait pour rester le plus gainé possible dans une course? Et Seb, qui est mon préparateur physique, aujourd'hui, depuis plus d'un an, eh ben, avec lui, il essaye des choses. Et c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'il ne prend pas des choses déjà faites, il essaye en me disant, mais on va voir ce que ça donne, tu vois. Et moi, j'aime bien ça, parce qu'on ne reprend pas ce qu'on a déjà fait. On essaye de nouvelles choses pour s'améliorer, puisque finalement, moi, je ne veux pas refaire ce que j'ai fait avant, je ne veux pas refaire les mêmes perfs, je veux faire d'autres perfs. Donc, tu fais d'autres travails. Et j'ai pas le même âge. Je peux te rassurer de ce bord-là. Moi, les premières fois que j'ai mis mes athlètes sous une barre, faire du bench press sur un Swiss ball, autour de moi, ça rigolait. Hein. C'était pas qu'est-ce qu'il fait C'était pas Ah trop. bah ouais, mais c'est... Mais c'est pas vraiment la même chose qu'une bench press, l'application de la force, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est Non, beaucoup. mais le corps CORE, là, tu sais, le Ouais, ouais. travail corps, Non, ouais. celui-là, pour moi, c'est la base du nageur. C'est Tu veux pas... la base du nageur et puis beaucoup d'athlètes qui ont eu du succès. Je vais prendre l'exemple peut-être c'est c'est le moment où tu te conscientises, je pense, où tu arrives. Et tu le fais inconsciemment, mais quand tu es capable de prendre conscience qu'il y a une contraction qui peut t'apporter une application de force supérieure, putain, mais c'est génial. C'est Ben, c'est- c'est ça. c'est super génial. Et ça, c'est une des clés d'entraînement. Je pense qu'on n'en parle pas, on en parle pas assez. D'ailleurs, ce serait bien qu'un jour, de toute façon, avec Sébastien, je pense que quand je vais l'inviter, on Tu arrivera à sais, parler. pour moi, ouais, c'est intéressant de l'écouter. Et pour moi, les jeunes nageurs devraient... et je trouve que les Canadiens, pour ça, sont très bons dans l'apprentissage. Euh, mais je te parle en France. Chez nous, dans l'apprentissage, la gymnastique devrait être une base. Tu vois, devenir souple, fort et complet, tu vois. Et après, tu spécialises.
dans différents domaines. Mais moi, je fais partie des nageurs qui ne savent pas taper dans un ballon, tu vois. Et au niveau concentration neuromusculaire, c'est une catastrophe. Il faut rattraper ça. Alors que plus tu développes ça jeune, plus tu as des compétences et plus après, c'est facile de développer tes forces spécifiques, tu vois. Et c'est là-dessus que moi, je trouve que l'apprentissage doit changer et on est en train de tendre vers ça. Et Seb, il est assez machiavélique, tu vois. Il cherche des trucs un peu bizarres. Raconter un petit Et peu son histoire, son parcours, comment ça a progressé avec des séances inférieures à d'autres, plus de prépa physique, c'est intéressant. Maintenant, les gens s'intéressent un peu plus à ce qu'il fait. Il n'est pas forcément axé au niveau aujourd'hui, mais je pense que c'est quelqu'un non, qui pourrait tellement apporter à ce niveau-là. Mais ouais, mais tu sais très bien que tout marche par copinage, non. Le problème, c'est que Seb, t'as pas tort de ce bord-là, mais à un moment donné, les compétences s'imposent. Les compétences vont faire je veux dire, on a beau pas t'aimer, ou on a beau pas aimer la façon dont tu travailles, on a beau pas aimer, ou on a beau pas te connaître, pour X raisons, à un moment donné, quand t'es compétent, t'es compétent. La reconnaissance, ouais, mais tu c'est vois, ce maintenant, que- il faut le faire valoir. franchement, c'est ce que j'aime ici, c'est-à-dire que tu sais, des gens qui te jugent par la couleur ou qui te jugent par le sexe, whatever, Ouais, ça existe. Mais ici, c'est un peu comme cette mentalité-là. Bon, peut-être qu'il y a un pourcentage de racistes, de mecs qui n'aiment pas les noirs, c'est sûr. C'est certain, comme, comme partout, mais c'est pas mon problème. Je veux dire, le truc, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Mais au moins, ce que j'aime ici, c'est que les gens, malgré ça, il peut y avoir ça, oui, mais ils vont quand même respecter le côté professionnel. Si tu te délivres, ouais. t'es pro, t'es structuré, tu travailles. Ils voient que les jeunes, ils tripent, ils voient que les jeunes, ils aiment ça, qu'ils aiment leur entraînement, qu'ils aiment se donner, qu'ils aiment cultiver un petit peu cette culture d'effort et puis tout ce qui vient avec la performance, l'échec, les Mais bons tu sais, moments. attends, tu sais très bien que la natation, c'est un sport chiant et que si tu n'apprends pas par le jeu, t'es mort. Ben, Et c'est toi, tu as 36 et puis tu es dans l'eau. C'est que, un, tu es super amoureux de ça. Et puis deux, c'est que ton parcours n'a pas été non plus super. C'est-à-dire que si tu vis, mettons, les années de sprint entre Racing et Marseille où tu te fais défoncer en termes de kilométrage, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tu es là. C'est non plus. non, Ça te permet aussi de durer et puis de durer par rapport à ça. J'aurais une question en fait, puis je t'en ai pas trop parlé, mais s'il y avait un petit truc que tu pourrais partager par rapport à ce que tu fais pour récupérer, ce que tu fais par rapport à la nutrition depuis quelques années aujourd'hui, ça serait quoi ta formule là-dessus? écoute, moi, en termes de nutrition, bah déjà, j'ai un métabolisme où j'ai beaucoup de mal à prendre du poids, tu vois. Bah, après, je suis pas une nature qui mange très sucré, donc je prends pas trop de gras. Par contre, je vais manger de tout. Je vais jamais faire d'excès. Et puis surtout, je vais manger quand j'ai faim, tu vois. Je vais pas me forcer à bouffer quand j'ai pas faim, sauf quand il y a des repas entre amis et famille, tu manges à l'heure fixe. Mais j'ai appris que manger quand j'avais faim, c'était donner du carburant à ton corps quand il en a besoin. Ok. Et surtout, pas faire de la nutrition un moment chiant, mais en faire un moment de plaisir, tu vois. Et donc, si j'ai envie de m'envoyer un fast-food, je m'en envoie un. C'est à partir du moment où ça me fait du bien, tu vois. Je veux pas de culpabilité dans la bouffe. Et par contre, je suis partisan du manger beaucoup de fois que manger, enfin beaucoup de fois dans la journée que manger en grosse quantité, tu vois. Parce que mon métabolisme aussi, moi, je brûle beaucoup. Si tu veux, je dors, je brûle des calories. Et pourquoi je suis tout comme ça? Ben, parce que toute ma vie, j'ai brûlé des calories tout le temps. Et quand tu veux prendre de la masse musculaire ou prendre vraiment de la force, c'est compliqué. Donc, tu es obligé d'adapter l'alimentation. Mais aujourd'hui, moi, mon secret pour la récup, c'est manger bien le matin, manger bien le midi, le soir pas trop. Tu vois, essayer de favoriser le sommeil, parce qu'en fait, sommeil et alimentation, c'est que ça la récup, hein. Le reste, les compléments alimentaires, ça vient en plus, mais c'est des compléments. Tu peux pas te coucher à 3 heures du mat et dire j'ai pris mon shaker de prot ou ma boisson récup, tout va bien. Tu vois. Donc aujourd'hui, moi, je fais attention à tout ça. Et pour profiter des moments d'excès ou des soirées entre amis, tout ça, et ben, je les diminue. Parce que moins tu en as, plus tu en profites quand tu en as, tu vois. Mhm. Et finalement, je m'en porte pas plus mal parce que l'équilibre entre une hygiène de vie de sportif, ça m'avait manqué en 3 ans, et une hygiène de vie de non-sportif où je vais m'enfiler une bouteille de vin avec des amis,
c'est ça qui est bon, tu vois. Et c'est pas ça qui va me faire culpabiliser, justement, c'est le bien-être de le faire qui va me dire, oh putain, je me sens bien dans ma peau, donc tu vois, je suis cool, quoi. Tout va bien. Et ça, tu as appris ça à quel âge? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as rencontré qui t'a guidé là-dessus ou tu as appris un peu tout seul? Je pense que c'est au fur et à mesure des rencontres, des gens. C'est lié aussi, je pense, peut-être à Thomas, dans le côté bien-être, dans le côté être en phase avec ses besoins, tu vois, Mhm. et pas culpabiliser. Euh, Moi des fois, je m'interdisais de partir en week-end, prendre la voiture et faire 400 kilomètres parce que ça allait me fatiguer. Mais pourtant, c'était pour voir de la famille et des gens que j'avais envie de voir. Ça te Donc fait du bien. finalement, je préfère faire les 400 bornes, tu vois, Mhm. parce que ça me fait du bien. Mhm. C'est important, ça, ce bien-être-là. Bien-être-là. Et ouais, tu sais, aux US, Pour commencer à prendre vraiment conscience de toi, quoi, que tu étais au centre du projet, ton bien-être, il faut que tu, toi, ouais, tu vives, que tu sois bien. Tu sais, moi, j'ai une quote, j'ai une citation que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'ai piqué du livre, d'un livre à Yannick Noah, mais il y a longtemps, longtemps, longtemps. C'est le bonheur ne suit pas la performance, il la précède. J'adore cette, ouais. j'adore Ah cette ben quote. c'est sûr. On pense souvent que c'est la performance qui va te rendre heureux, mais non, mais pour se rendre à la Ben performance, non, il faut que tu atteignes un certain équilibre dans tout, quoi. Il faut que mais tu ancrages tout ça en ligne. Et puis, je pose la question à tous les coachs et j'enverrai même la question à tous les gens qui nous regardent, tous les moments qui vont, tous les moments où ces gens-là, où vous avez eu c'est ça. des succès, c'est sûr qu'il y avait un équilibre dans votre vie. Il y avait un certain équilibre dans votre vie et ça, c'est très, très dur à reproduire. Pour certains, c'est comme on l'a fait, puis c'est comme un facteur chance que l'équilibre soit là à un moment donné. Mais Ouais, les meilleurs sont capables de reproduire ça, puis garder cet équilibre-là quasiment tout le temps, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Tu as bien résumé. En Pour tout moi, cas, ça le précède, ouais, c'est ça. j'aime bien, j'adore cette quote. Yannick Noah, c'était un de mes sportifs préférés quand j'étais jeune. Euh, dans tout ça, puis on s'en va vers la fin là. Euh, euh, si tu avais comme nageur un moment où il y a eu un détail dans le moment, en compétition, entre les séries, les finales ou dans une nuit, quelque chose qui a vraiment impacté une de tes performances jeunes, un petit truc, là, un petit détail où tu as eu. En fait, je vais avoir cette question-là, après je t'en poserai une autre, plus sur l'entraînement, mais tu sais, moi, je sais que des fois, j'ai fait la différence avec beaucoup d'athlètes sur la façon dont j'ai pu diriger l'avant-course. On a discuté quel genre de warm-up on a fait, quel genre de pace j'ai pu mettre, Ouais, on a été chercher comme sensation parce qu'ils n'en avaient pas, le ton de ma voix, la façon dont je m'adresse à eux par moment. Avec certains, il faut rigoler, d'autres non. Je sais pas, mais c'est pas que ça aussi, hein. Tu peux avoir eu un mot d'un autre adversaire, un regard, quelque chose qui t'a fait réagir. J'en sais rien. Est-ce que tu as eu dans ta carrière un moment comme ça qui a comme impacté le moment en fait qui a suivi? je pense il y en a plein, mais celui qui me vient tout de suite là, euh, c'est euh, euh, c'est les sélections olympiques de 2012 à Dunkerque. Euh, je sors de l'échauffement et je suis dans la phase où c'est entre le moment où tu attends pour mettre la combi, enfin ton jammer là, et le moment où tu vas en chambre d'appel, quoi, avant la finale du 200. Ok. Et, et à ce moment-là, c'était avant le 100 mètres, c'était ma première course sur laquelle je pouvais me qualifier pour les Jeux, tu vois. Et j'avais vraiment envie de me qualifier parce que ce relais était important, on pouvait jouer une médaille et tout. Qu'on a eu d'ailleurs. Quoi. Ouais, une grosse pression. Et en même temps, j'étais sur une phase que je connaissais pas, c'est-à-dire une grosse finale de 200 avec du gros niveau et, euh, et sur une course que j'ai toujours eu peur, tu vois. Et en fait, j'ai mis ma combi et je sais pas, et Romain il est venu me voir et il m'a tapé, il m'a juste pris la main, mais tu sais, il m'a tapé dans la main. Il m'a regardé et il m'a dit, c'est ton moment, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais je sais pas, ça m'a transcendé, tu vois. Mais juste ça. J'ai dit c'est le Et mien, c'est mon ouais, moment. il m'a dit, c'est ton moment, en fait. Et je me suis senti important, tu vois, dans cette équipe. J'ai senti que j'avais un rôle à jouer. Et, euh, et je suis arrivé en chambre d'appel et, et j'avais peur, mais j'aimais bien, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je suis monté sur le plot. Je suis parti. Tu sais, quand tu montes sur le plot, tu te dis,
Et tu te dis, putain, quand est-ce que ça va craquer dans la course, les 15 derniers mètres, les 10 derniers mètres, il va falloir que je tienne et tout, tu vois. Je suis monté sur le plot. Ouais, non, je suis monté sur le plot. J'ai pas pensé à une seule fois à la douleur. J'ai dit, tu balances tout, mec, et tu y vas, et tu fais ce que tu sais faire. Tu nages bien, tu te régales et tout. Et en fait, j'étais excité. J'avais envie de partir avant le start, tu vois. Enfin, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et en fait, il y a eu ce moment-là, entre le moment où Romain m'a tapé dans les mains, le moment où je suis arrivé en chambre d'appel. Et en fait, j'avais des œillères et je voyais personne. J'avais juste envie d'aller nager, tu vois. J'avais peur, mais envie d'avoir peur. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours entretenu ce truc-là, cette peur et cette envie d'avoir peur qui me rendait conscient et pleinement motivé de ce que je faisais. Tu vois. Ce que tu dis, c'est génial parce que tu sais, le truc, c'est comme l'échec, comme la joie, comme les blessures, comme n'importe quel moment que tu as vu dans ta carrière professionnelle, dans le sport. Bon, c'est super parce qu'on est équipé pour ça et puis ça nous équipe pour la suite aussi. Ouais. Mais tous ces moments-là font partie du package. C'est pas juste je m'entraîne puis je fais les meilleurs temps à chaque fois. Là, tu vas te planter, C'est ça. tu vas stresser, mais le stress fait partie du truc. Et les mecs qui ont compris ça, putain, il n'y a pas de problème. Je stresse. Mais C'est pour ça que quand j'entends des gens me dire comment tu fais pour combattre le mauvais stress et tout ça, je dis il n'y a pas de mauvais stress en fait. mon ami, Le stress, c'est quelque chose de normal et on en a fait quelque chose de mauvais parce la que l'être connotation humain est n'arrive. trop négative. La connotation est trop Voilà, négative. on en a mis une image négative parce que le contrôle, c'est qu'une illusion. Personne ne contrôle rien. Par contre, le stress, c'est une sensation qu'on a quand on a une sensation de perte de contrôle. Tu vois. Et finalement, à partir du moment où tu te dis je ne contrôle rien, mais je peux juste essayer de faire en sorte que ça se passe bien parce que je mets en place des choses auxquelles j'ai confiance, techniquement, mentalement, tout ça, et ben ce stress, il devient excitant et pas flippant, tu vois. Okay. Et moi, c'est là-dessus que j'ai vraiment changé. C'est que j'ai transformé ce stress en quelque chose d'excitant. Et aujourd'hui, et sur la fin de ma carrière, j'étais pas très bon dans les compètes de prépa, dans les compètes où je savais qu'il n'y avait pas vraiment d'importance, où j'avais pas le couteau sous la gorge, parce qu'en fait, j'avais pas le couteau sous la gorge. Et quand moi, tu me le mettais, c'est là que j'étais bon, tu vois. Alors qu'avant, et ben, quand tu me le mettais, et ben, je baissais les bras. Et cette période de 2011-2012, là, ça a été un 180 degrés pour moi. J'ai carrément changé. Et Il a fallu que tu c'est passes fou, par quoi. l'échec, par un moment super difficile pour rebondir derrière. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, je voulais te poser une dernière question. C'est une question qui va peut-être revenir dans beaucoup de mes shows là, que je vais faire, mais euh, ça serait quoi pour toi le meilleur set que tu as fait, si tu peux me le décrire rapidement, les performances que tu as fait dedans, c'était quoi le repos, il y avait qui autour, c'était quoi l'environnement, le premier set qui te revient là, tu peux le prendre ça à any age, hein, je m'en fous, là, quel que soit l'âge. Là. Ouais. Ah, écoute, j'en ai pas mal, mais Et ça, tu vois, c'est le genre de trucs, les nageurs, ils aiment bien, et les coachs aussi, je pense qu'ils vont écouter ça. Vas-y, décris-moi un petit set que tu as vécu où tu sens que ça a c'était il y a pas si longtemps, c'était la dernière année en 2016. Ok, J'étais parti m'entraîner avec Yannick pendant un mois. Et puis, donc, moi, je m'entraînais avec Yannick. On a fait un peu en Sierra Nevada, en Espagne. Et après, il y avait un stage à Marseille, équipe de France. Et on a terminé. J'ai nagé avec lui dans le groupe, enfin, avec Lionel Horter. Tu vois, Romain, il m'avait dit, vas-y, nage avec Lionel et Yannick, ça va être cool pour toi et tout. Et un jour, Lionel, il nous balance un 12x2, 12x200 départ 3 minutes en crawl. Euh, et en fait, il nous avait dit, bah, vous nagez en nage complète entre 2,7 et 2,12, quoi, tu vois. Et pour nous, c'était des allures, voilà, c'était un bon VO2, tu vois. Tu nageais en sachant qu'Yannick était plus sur 2,4, tu vois. Moi, j'étais sur 2,7, 2,8. Et ben en fait, on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il a commencé à me chauffer. Moi, j'ai répondu. Et en fait, on a tout fait. Il a tout fait à une 59 2 minutes. Et moi, j'ai tout fait à 2,2, tu vois. Mais quand tu t'en envoies 12 à 2,2 à 32 ans, départ 3 minutes, tu as le cerveau qui brille, tu vois. en bassin de 50, en 50. Ah ouais, ouais, en grand bain, ouais. Ouais. Et des sets comme ça, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'étais pas un agent d'entraînement, tu vois. Beaucoup. Mais là, il y avait Yannick à côté. J'étais parti, j'étais chaud, je devais être dans un bon jour. Et puis,
Et puis, même les autres à côté, tu vois, ils s'arrêtaient pour écouter nos temps parce qu'on était en deux. On était tous les deux, chacun dans une ligne et ça bastonnait, ça bastonnait. Et tu vois, même moi, je me dis, en fait, tu es fier de faire le truc. Et en plus, tu te dis, mais je suis en train de faire un truc de fou, ça me fait plaisir de le faire. Et tu as mal, mais tu es content, tu vois. Content. Et à côté, Je veux pas que ça craque. et à côté, tu es 2 secondes derrière le mec qui fait champion olympique quand même, tu vois. Donc, dans ta tronche, tu te dis, putain, je suis en train de faire un truc de fou, je lâche rien, quoi, tu vois. Ouais, il a dû Et ouais, ça fait partie des bonnes séances. Il a dû kiffer le coach, hein. Regarde ça sur le bord du bassin. Coacher, Ah ouais, Romain, il était à côté. Romain, il m'a dit, mais ce jour-là, je sais pas, je t'ai pas reconnu, quoi. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a une autre que je me souviens, l'année où j'ai été très fort sur 200, là, en 2012-2013. C'est l'année où j'étais le plus fort sur 200, 2012-2013. Après les Jeux et avant les mondes. Je faisais j'avais un 3x800 en nage complète. Et en fait, c'était 150 nager en 1,45, mais enchaîné. Hein. Donc, tu faisais 150 mètres entre une 40 une 45, virage, et tu partais 50 en 27. Et en fait, tu faisais ça sur 800, tu vois. Et 50 en 27, virage. Tu vois. Combien de repos entre une 40. Ah non, c'est 800. C'est un 800, comme ça. Une 45. Virage. Balance 27. Balance 27, virage. Donc, virage, 27. Voilà, tu repars sur une 45. Donc, en fait, tu vois, c'est du comment dire, c'est du fractionné, quoi, tu vois. Mais, et ce jour-là, j'avais fini sur des 26-2, 25-9, je finissais des fois. Je faisais 150 en une 40, boum, 25-9, tu vois. Virage. Mais là, laisse tomber, j'étais un monstre sur ces séries-là. Et après. Le 800 sur combien? Hein? Les 800 sur combien? Les 800? Bah, tu calcules, je faisais des moyennes entre une 42 en mettant, et puis des 25, des 26, ça faisait du 2,8 de maille, je crois, c'est ça. Et le temps de départ, en fait, c'est ça en fait, que je te demandais, le temps de départ du 800. J'avais un 200 souple entre chaque 200, entre chaque 800. Et tu repartais. Ça, je partais sur mon 800. Mais c'est franchement, en termes en fait, tu montes en allure de 200 et tes bras ils gonflent. Et après, tu dois nager une 45, donc avec les bras surgonflés. Et après, tu revires et boum, tu refais gonfler. Enfin, c'est malade. Tu es capable de le faire, ça veut dire que le travail en arrière que tu as fait, il est quand même costaud. Il y a du boulot. Il y a du... Ah ouais, mais ça, ces séries-là, je sais que je la referai plus jamais. Je pourrais plus les faire parce que j'ai plus l'entraînement pour. Mais ça a été fort. Ça a été fort. J'ai fait des 100 mètres avec Yannick, départ dans l'eau en 51, tu vois, à l'entraînement. Des trucs de jobard et des trucs que je me sentais pas capable de faire s'il n'y avait pas eu des mecs forts aussi à côté de moi, tu vois. Des bons moments, ça fait partie des bons moments de l'aventure qu'on vit, la journée qu'on vit dans notre carrière sportive où tu avances et puis ouais, tu te souviens des bonnes séries. Bon, il y en a d'autres sûrement, mais tu vois, celle-là. Ce qui est marrant, je me souviens vraiment des 7 où je me suis dit c'est fini. C'est terminé, j'en peux plus. Celui-là, je m'en souviens vraiment spécifiquement. Après, oui, les bons 7. Mais tu vois, il y a celles-là qui sont très individuelles. Pour moi, il y a les séries d'équipes. Tous les 7 avec où on se faisait punir parce qu'on avait fait de la merde. On était tous. Ça, c'était génial. Tu vois. Parce qu'en fait, on faisait des trucs. Je sais pas, on était en stage, on avait fait les cons. Et on avait ramassé le soir à l'entraînement. Et on faisait une série tous ensemble et personne craquait. Et pour moi, ça reste des super souvenirs. Tu vois. Tu restes des fois on était en muscu, en circuit muscu, des circuits training, et on se mettait à faire de la merde, on lâchait, on craquait, et Pat il nous sortait et puis il nous parlait pendant 25 minutes, on était en chaise contre un mur. Non mais des trucs de jobard, et tu te dis mais c'est inhumain, tu vois. Et pourtant quand tu y repenses, t'es content, tu vois. Et t'es passé au travers de ça. En tout cas, il y a beaucoup de résilience au travers de ton histoire. Puis ça, j'aime beaucoup. Puis je pense que ce qui caractérise les sportifs de haut niveau, c'est aussi ça, la passion qu'ils ont pour leur sport et puis le niveau de résilience que les réussissent peuvent avoir. En tout cas, Greg, c'était vraiment super de t'avoir. Attends, je vais te montrer mes médailles olympiques parce que j'en suis fier quand même. Ok, vas-y, allez, ramène. Je les sors pas beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure.
Ah, c'est pas souvent quand même. Alors, Même moi, je suis content de les voir. en fait, tu les mets, puis ce que je ferais, c'est que je les mettrais à la fin du. Donc, celle-là, c'est Ouais, c'est Pékin, c'est là. Pékin. Ouais, puis là, talon, là. Merde, ça casse la gueule. Elle pèse lourd. Waouh. Génial. Génial. Tu vois, c'est un objet C'est tout en ce qu'il y a en soi. arrière. Ouais, c'est un objet en soi, mais, mais en fait, c'est tout ce que je te disais, c'est tout ce que j'ai vécu pour ça et autour de ça. Parce que quand je les vois, euh, je pense à un tour de bassin après la cérémonie, je pense à tout ce que tu as fait. Euh, je pense à tous les athlètes qui ont sûrement été plus forts que moi mentalement, qui ont sûrement été plus assidus peut-être sur certaines choses et qui n'ont pas eu cette chance d'avoir ce bout de métal, tu vois. Et, euh, et je me dis, mais j'en profite. Mais finalement, ce qui reste le plus pour moi, c'est le vécu autour de ça. Tu vois. Mhm. C'est ce qui m'a construit aujourd'hui. Et pour moi, c'est incroyable l'histoire autour Bien, de ça. regarde, tu as 36 ans, bon, j'ai que 8 ans de plus que toi, mais ça va te suivre toute ta vie. Puis Bah ouais, à la fin je pense que les performances, les trucs, c'est plus ça, tu t'en fous. Quoi. Ce que tu retiens de plus en plus, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté pour devenir en fait celui que tu vas devenir et celui que tu es aujourd'hui. Là, ouais, c'est ça, c'est ça qui exactement. est super C'est beau. ça en fait. C'est Euh, qu'est-ce que ça m'a appris. En tout cas, Greg, merci beaucoup. Et puis, je suis vraiment, si on se voit. Bah, merci à toi. C'est cool de m'avoir permis de discuter un peu. Deuxième émission, je vais alterner anglais, français. Puis je t'ai dit, c'est vraiment, là c'était en français, c'était un peu différent. Puis j'espère que ça va plaire et que nos collègues français vont regarder et que nos collègues québécois vont regarder ou francophones vont regarder. Puis en tout cas, Bah ouais. c'est super, tu nous as donné beaucoup de petites choses, tu as bien partagé. Et puis je pense que c'est ça le but aussi. J'espère que je te réinviterai. Puis je te souhaite bonne chance, bonne chance, bonne chance pour ton défi. Hein. Écoute, En espérant que on va déjà sortir de cette épidémie, on va se remettre au travail. Et, euh, et moi, je pars, tu vois, je pense je termine là-dessus, mais toute cette période où on n'a pas nagé, où les piscines étaient fermées, où finalement il a fallu travailler d'autres aspects, euh, je pense que les excuses, tout le monde en a, tu vois. Et, euh, et ça sert à rien d'en chercher d'autres. Il faut toujours s'adapter. Et je pense que le propre du sportif de haut niveau et du mec qui va réussir, c'est son adaptabilité. C'est la croyance qu'il a à dire bah, je vais réussir. Et un mec qui touche le premier, c'est un mec qui a plus envie de réussir que son voisin. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut être confiant pour la suite pour tous les athlètes qui ont vécu cette période peut-être difficilement. Et les Jeux ils sont déplacés d'un an. On s'en fout. On sera là l'année prochaine de toute façon. Et, tu vois. Donc, l'histoire est belle. Faut prendre ça comme une histoire atypique et qui restera dans l'histoire. Tu vois. Il Mhm. fera partie des Jeux qui ont été décalés d'un an. Tu vois. Un package, exactement, exactement. C'est Bon, incroyable. it's a Bon, wrap. merci Greg en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Greg. Et puis à très très vite. Bonne chance pour la suite en tout cas. Je te souhaite vraiment bonne chance. Puis merci d'avoir partagé. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes. Merci, Greg. No Susai.